Donc, bonjour, merci pour l'invitation, puis ça, même si mon prénom n'est pas Éric, j'apprécie. Puis, donc, aujourd'hui, je vais principalement vous parler des constats de ma thèse qui porte sur l'économie de la promesse, puis comment cette économie de la promesse-là a influencé le développement du système de l'IA au Québec. Donc, je fais ma thèse en STS, Sciences, Technologies et Société au CIRS. Peu de personnes peut-être connaissent ce champ de recherche-là qui est très interdisciplinaire, puis qui va peut-être justement m'amener à parler de d'autres littératures de celles qu'on a vues aujourd'hui. STS, elle étudie le développement scientifique et technologique à partir des sciences humaines et sociales, principalement à partir de l'histoire et de la sociologie, entre autres. Donc, le plan est le suivant. Je vais détailler un peu plus c'est quoi l'économie de la promesse, qui sont les acteurs qui le mobilisent le plus, quels sont les principaux thèmes du discours que j'ai pu observer dans les médias, entre autres, et brièvement passer à des pistes de recherche et de réflexion pour le futur. Donc, d'entrée du jeu, ça c'est une diapositive qu'on m'a transmise récemment d'un ancien collègue, puis ça c'était pas dans une perspective critique, il était dans une des nombreuses conférences sur l'intelligence artificielle, et ils annonçaient que, ils reprenaient une citation du président directeur général de Google qui disait que l'IA c'était la prochaine électricité, c'était aussi important que le feu. Puis ça, je l'ai parce que vu que ça fait quelques années que je fais mon doctorat, c'est le genre de citation qu'on voyait beaucoup en 2018. 2017-2018, il y a eu ce pic-là entourant l'intelligence artificielle, puis on s'est un peu désintéressé à ce sujet-là pour revenir en grand avec ChatGPT, mais ça, je vais revenir aussi sur une espèce de courbe d'intérêt médiatique. Et donc, on est vraiment dans cette économie de la promesse-là, qui est un concept qui cherche à étudier comment, simplement dit, les attentes et les promesses façonnent le développement technologique et scientifique à toutes les étapes. C'est sûr que ça va être plus présent en amont, donc quand, par exemple, une entreprise n'est pas encore cotée en bourse, comme on l'a vu, des startups, tout le langage, d'ailleurs, de la Silicon Valley, je vais revenir là-dessus aussi, mais on dit qu'ils carburent à un régime de l'espoir parce qu'ils n'ont pas... le modèle d'affaires repose principalement sur des promesses de retombées futures. Donc, c'est sûr qu'ils visent à attirer l'attention, ça vise à stabiliser un environnement qui est très incertain. Là. Donc, on ne sait pas c'est quoi la trajectoire finale, mais on essaie de nous convaincre qu'on sait où est-ce qu'on s'en va, ou des retombées qui vont être souvent quantifiées de manière très précise également. Donc, c'est ce concept-là qui peut être utilisé à différents niveaux. Comme dans ma thèse, je l'étudie à la fois à l'échelle micro-sociale, parce qu'on peut regarder, par exemple, le cas d'une entreprise, c'est ce que j'ai fait, une entreprise qui n'est pas technologique et justement, pendant ce pic de l'intérêt pour l'intelligence artificielle en 2017-2018, a eu ce sentiment d'urgence que, malgré qu'elle avait une équipe dédiée en technologie, qu'il fallait mettre sur pied une équipe en intelligence artificielle. Quand j'ai interrogé différentes personnes, je ne l'ai pas mentionné, mais ma thèse repose sur l'analyse du discours, il y avait 40 entretiens. Puis ce que les personnes me disaient, entre autres, c'est qu'il était influencé, on en a parlé, de ce qu'on voyait dans le Harvard Business Review, entre autres, à quel point il y avait un discours sur la révolution, on nous annonçait que c'était là qu'il fallait tout miser nos billes. Et, entre autres, ce sont des promesses qui venaient aussi beaucoup du champ de la recherche, donc de chercheurs très crédibles qui ont énoncé que c'était la prochaine révolution. Mais tout ça pour dire qu'ils ont revu leur façon de faire, ils ont mis sur pied une équipe en intelligence artificielle, puis ils développaient déjà des algorithmes avancés depuis 2007 environ. Puis ils se sont dit, c'est vraiment important qu'on recrute des chercheurs en apprentissage profond. Donc tout le discours du talent aussi qui est venu avec 2016-2017 environ, et du talent spécialisé dans les algorithmes d'apprentissage profond, pour se rendre compte finalement que c'est un peu plus complexe que ça, mettre sur pied un algorithme, mettre sur pied différents algorithmes dans l'entreprise, puis pour se rendre compte que l'expertise était beaucoup dans le développement, la conception du modèle, et il faut toute une phase de déploiement du modèle dans l'organisation, il faut des expertises précises là-dessus, entre autres en ingénierie logicielle,
qui avait été complètement occulté par ce sentiment d'urgence, par ce « OK, go, il faut y aller », parce qu'il y a beaucoup de promesses et tous les concurrents commencent aussi à emboîter le pas. Donc ça, c'est juste un exemple à l'échelle micro. Il y a aussi à l'échelle mésosociale, donc à l'échelle d'une industrie, donc justement tout cet écosystème qui a été créé au Québec, c'est entre autres développé à travers des promesses, par le biais de promesses de retombées économiques. Puis un autre exemple, si je sors un peu du Québec, il y a aussi, si on revient plus au début des années 2010, il y a tout le secteur automobile. Il y avait des promesses de la voiture autonome, donc qui étaient annoncées principalement, encore une fois, par la Silicon Valley. Google disait, bien, nous, ça va être dans quelques années. Là, ça a créé cette espèce de course qu'on voit, cette course qui était plutôt industrielle cette fois-ci, qui n'était pas une course entre nations, mais une course industrielle à c'est qui le premier développeur de voitures autonomes. Puis, des constructeurs davantage traditionnels comme Ford se sont dit, bien, nous, il faut qu'on ait une division dans la voiture autonome, et c'est avec des succès mitigés encore aujourd'hui. Il faut se rappeler aussi qu'à l'époque, on disait que ça allait réduire la population. On était dans cette économie de la promesse-là parce que la promesse était réduire la pollution, réduire le trafic, optimiser notre temps de travail. Donc, évidemment, on va pouvoir travailler pendant que la voiture conduit à notre place. Et donc, ça occulte toutes les difficultés concrètes, entre autres la question de réglementation. Puis, on voit qu'on est loin d'avoir réalisé ces promesses-là. À l'échelle du macro-social, les promesses comment on peut observer leur certaine emprise ou prégnance, ce sont au niveau des politiques publiques, par exemple, parce qu'on va en quelque sorte institutionnaliser les promesses de retombées économiques, de retombées sociales à travers des politiques. Comme par exemple, le Canada a été le premier pays à lancer sa politique nationale en intelligence artificielle en 2017, qui a créé un effet domino à travers différentes nations. On en compte plus qu'une cinquantaine en 2024 de politique nationale en IA. Puis il y a une trame narrative qui est très constante. On commence par le potentiel économique, le potentiel de retombées sociales, et il y a toujours cette question de menace, d'enjeu de confiance et d'acceptabilité sociale. Donc, on va mettre l'emphase beaucoup sur l'éthique, les discours éthiques également. Puis au macro, je vais revenir aussi, mais on peut le regarder d'un point de vue des discours médiatiques. Donc, peut-être sans grande surprise, mais on va mettre l'accent beaucoup sur ces promesses-là et sur ces discours qui sont davantage le revers de la promesse, où on dit que toute grande promesse attire aussi son contraire. Donc, ce qu'on voit émerger, c'est un peu ce discours manichéen entourant cette économie de la promesse. Un autre élément à mettre de l'avant, c'est dans la littérature anglo-saxonne, on va parler davantage de sociology of expectation, qui va peut-être mieux englober le phénomène justement de passage d'un discours très optimiste qu'on a vu au début des années 2010 à un passage davantage négatif là, avec ChatGPT. Donc, sociology of expectation, simplement se concentre sur les attentes, puis dans la littérature francophone, je ne sais pas exactement pourquoi, mais on appelle ça, on se concentre sur la promesse comme sur l'émetteur. Donc, c'est sûr que ça nous cantonne un peu quand on étudie l'économie de la promesse à regarder tout le volet davantage techno-optimiste, mais on sait très bien que les deux existent là, et s'alimentent. Cette rhétorique de l'espoir cohabite beaucoup avec la rhétorique de la peur. Et tout ça pour dire que les attentes vont se concentrer à la fois sur les attentes positives et négatives. C'est du point de vue du récepteur. Donc, l'émetteur veut nous convaincre que sa technologie va transformer le monde. Mais là, le récepteur, il peut être indifférent, il peut adhérer positivement ou il peut craindre. Il y a différents cas de figure qui est peut-être plus englobant avec cette littérature-là. Je vais donner quelques autres détails sur propositions de l'économie de la promesse. Donc, on les voit ici, mais je vais aller sur le fait qu'elles ont une charge normative. Donc, comme je disais, elles s'inscrivent davantage dans un techno-optimiste, donc elles sont associées au progrès. Et donc, qui dit progrès, depuis les années 80, on en a parlé, dit innovation, dit retombées économiques. Donc, tout simplement, elles sont évidemment pas neutres, et ça va m'amener un peu plus loin à, justement, elles ont une visée performative également.
Elles s'inscrivent aussi dans une vision très déterministe du développement technologique, comme quoi la technologie se développe par elle-même et qu'il n'y a aucune emprise humaine, une emprise sociale qui peut arrêter le développement technologique. Puis ça aussi, on en a parlé de ces discours transhumanistes ou de la singularité qui provient en grande partie de Ray Kurzweil, qui est un futurologue de la Silicon Valley et que son mentor était Marvin Minsky, dont un des membres de la conférence de Dartmouth en 1956, qui a justement contribué à nommer le terme intelligence artificielle. Donc oui, il fait des pronostics ou des projections, des promesses depuis très longtemps, puis il est aussi embauché il travaille pour Google depuis le début des années 2010. Et il y a cette vision, il alimente justement cette vision très linéaire, très déterministe du développement technologique. Et on serait aussi bientôt immortel, donc en 2045. Puis après, bon, la promesse, c'est pas aussi de dire qu'il n'y a rien, que tout est faux. C'est vrai qu'il y a énormément de progrès technologiques concernant les capacités des ordinateurs. C'est ce qui fait en sorte que justement, on en parlé aussi des algorithmes d'apprentissage qui étaient présents depuis les années 50, mais c'est le fait qu'on a de la puissance de calcul et surtout on a les données pour faire fonctionner ces algorithmes qui conceptuellement existent depuis les années 50, mais on nous fait toujours croire que ce sont des nouveaux algorithmes, bien qu'ils sont très, très perfectionnés aujourd'hui. Donc ça, c'est un autre aspect qui fait partie de l'économie de la promesse. Elles ont un cycle de vie typique, c'est-à-dire qu'elles suivent une courbe enthousiasme-déception où, évidemment, à force d'emballement, il y a souvent une forme de désillusion qui va suivre. Puis là, je reprends un graphique d'une firme de consultants, puis par la suite, je vais critiquer les firmes de consultants. Mais ça, c'est un graphique en arrière de Gartner. Et je le trouve quand même intéressant parce que, premièrement, il a été développé au début des années 90 par Jackie Fenn. Puis elle a travaillé en intelligence artificielle dans les années 80, qui là avait une autre envolée entourant les systèmes experts. Puis elle était dans ces entreprises-là, elle me disait, mais mon Dieu, les gens sont beaucoup trop excités autour de la technologie, puis ça fait en sorte qu'ils ne prennent pas les bonnes décisions. Donc, ils investissent quand tout le monde investisse. Puis une fois qu'on s'est un peu calmé, bien, il y a un désintérêt pour la technologie, alors que là, elle serait peut-être utile, elle serait peut-être pertinente à d'autres phases. Bon, en sociologie, en SS, on va critiquer ce genre de modèle qui est trop simpliste, comme quoi on présuppose que la technologie va passer par 5 phases, alors qu'on sait bien que si on pense aux lunettes Google, elles n'ont jamais atteint l'adoption massive. Donc, il y a plein de technologies qui restent à la première étape, si on veut. Puis, elles ne vont pas toutes passer, les technologies, par un cycle d'engouement. Il y en a qui, surtout quand il n'y a pas d'interface humaine, quand elles sont plus invisibles, si on veut, mais où elles ne sont pas répandues dans leurs usages, elles vont créer une forme d'indifférence. Mais tout ça pour dire que ça schématise bien le cycle engouement-déception qui est propre à l'émergence de nouvelles technologies. Là, je mettais l'accent sur les activités qui sont génératrices de promesses. Donc, c'est le fameux on sort du laboratoire, là, la technologie, c'est là que les promesses commencent à émerger, mais évidemment, ce sont des exercices de relations publiques qui vont mettre de l'avant les premières promesses. Et puis là, quand ces promesses-là on a trouvé quelque chose d'extraordinaire qui va générer beaucoup d'argent, sont achetées par des investisseurs en capital de risque, c'est là que peut commencer ce cycle d'emballement-là, parce qu'un investisseur en capital de risque qui commence à investir, c'est un signal qu'il y a une opportunité. Et là, tout le monde s'emboîte cette espèce de comportement newtonien qui a déjà été étudié là, dans les rôles de financement. Et par la suite, ça, j'ai vu ça dans mes entrevues, j'ai vu ça aussi dans les documents d'archives, même quand il y avait l'espèce d'engouement d'IA dans les années 80, à quel point les fournisseurs de services, ils vont tous se dire qu'ils font de l'intelligence artificielle alors qu'ils font peut-être des stats, ils font peut-être de l'analyse de données, plus ou moins proche des algorithmes profonds, mais tout le monde va vouloir s'emparer du terme intelligence artificielle, donc on va le voir dans les noms d'entreprises. Puis c'est vraiment
symptomatique de en bon français, ce hype, là, donc ce hype cycle-là, qui émerge. Puis, en parallèle, bien, les politiques publiques aussi, les décideurs publics vont s'intéresser à la circulation ambiante de promesses et vont commencer à faire des politiques. Bon, il y a un petit décalage dans le temps. Et s'ensuit souvent une désillusion parce qu'il y a les premiers échecs. Je veux dire, rarement on va remplir les promesses qu'on va émettre, ce qui a été observé. Ça fait, donc c'est ça, on l'a dit. Donc, on sait que l'IA a connu plusieurs cycles d'engouement. On est à son 3e cycle d'engouement de l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que... donc, c'est ça. Donc, des fois, il y a souvent cette désillusion-là. Puis, je vais juste revenir que, justement, quand j'interrogeais certains acteurs, il y en a qui m'ont dit... J'essayais de les faire parler sur les promesses et les attentes sans être trop explicite, sans influencer leur réponse. Puis je leur disais, bien, tu sais, où tu mettrais l'IA dans ce cycle-là, parce que c'était un langage plus affaires, plus neutre en apparence. Puis ils me disaient, bien, je ne peux pas positionner ça sur le cycle, c'est comme tu me demandes de mettre le feu sur le hype cycle, c'est impossible à faire. Donc cette rhétorique-là que l'IA est aussi importante que le feu, que l'électricité, c'est repris par un nombre important d'acteurs. Les acteurs que j'ai interrogés, c'est la plupart des acteurs centraux, ce qu'on dit au système de l'IA. Donc, la dernière proposition qui est importante, c'est qu'elles ont des visées performatives. Donc, ce ne sont pas des paroles en l'air, elles visent des effets concrets dans le matériel. C'est tout le pouvoir du discours qui est étudié à travers les promesses et les attentes. Puis un exemple, c'est justement de ces attentes négatives-là qui étaient déjà présentes entre 2014-2015. Donc ça, c'est l'entrevue de Stephen Hawking en décembre 2014. Et ça a eu une incidence très, très forte sur l'orientation de la recherche, justement, sur organiser des acteurs autour de la question éthique de l'intelligence artificielle. Donc, ça a créé des conditions pour le déploiement de tous ces guides éthiques qui se sont développés à la fin des années 2010. Puis, on est encore dans ces discours-là. Mais, donc, c'est un exemple d'effet performatif, mais là, d'attente négative. Donc, on n'étudie pas juste les attentes positives, mais aussi les attentes négatives qui ont des effets performatifs. Donc, maintenant, qui sont les acteurs qui mobilisent le plus? Parce que là, j'ai parlé plutôt d'acteurs qui sont hors Québec, disons, puis hors Canada, mais ici, je vais me concentrer un peu plus sur le cas canadien, québécois. Donc, évidemment, on a des... Puis je vais passer à travers différents champs là, pour mieux les mettre de l'avant. Mais évidemment, au Canada, on est reconnu dans le champ universitaire à cause de ces deux grands chercheurs-là. Jeffrey Hinton, qui est anglais, qui est venu aux États-Unis, qui cherchait du financement dans les années 80 parce que justement, lui, il était dans les algorithmes d'apprentissage profond. Il n'y avait pas de financement parce qu'on était dans les systèmes experts. Mais grâce au CIFAR, donc un institut canadien de recherche avancée qui est à Toronto, cet institut de recherche-là a été mis sur pied en 1982 et leur premier programme de recherche s'appelait Intelligence artificielle, robotique et société. Et même pas 2 ans après, ils vont enlever société du programme parce que c'était trop complexe de gérer les sciences humaines, les sciences des ingénieurs en même temps. Donc c'était plus simple de juste enlever le volet société. Mais tout ça pour dire qu'il était précurseur là, dans ce qui est le domaine de l'IA. Ils couvrent pas juste l'IA, ils font différents programmes de recherche, mais celui-là, c'est le premier. Puis, dans la foulée, quelques années plus tard, vont justement embaucher ou recruter, j'aurais dire, Jeffrey Hinton en 1987, qui va à partir de là travailler à l'Université de Toronto. Et, bon, c'est ça, là, juste pour mentionner Jeffrey Hinton, mais je vais surtout parler de Yeshua Benjo, qui est à l'Université de Montréal et qui a travaillé justement à travers le CIFAR. C'est comme ça qu'il a rencontré Jeffrey Hinton au début des années 2000, parce que leur programme de recherche va avoir une incidence importante dans la recherche à ce moment-là. Et ce qui est particulier justement à Yeshua Benjo, c'est son hyper-présence là, et
ce sur quoi je vais me concentrer aussi en catégorisant, si on veut, les grands acteurs. C'est un peu leur rôle dans l'économie de la promesse. Donc, sans grande surprise, ce sont des émetteurs de la promesse. Et c'est sûr que le contexte de la recherche nous invite à faire des promesses de manière un peu permanente, que ce soit à travers des demandes de financement. On n'a pas le choix de promettre des retombées futures. Mais ce sont quand même des cas particuliers, particulièrement Yoshua Bengio, parce que ce sont des entrepreneurs, des chercheurs entrepreneurs vedettes et qui dépassent largement leur champ d'expertise initial. Mais je vais revenir sur son cas un peu plus loin. Maintenant, dans le champ économique, comme je le mentionnais, c'est sûr qu'il y a différents acteurs qui sont présents dans cette économie de la promesse-là, mais la dynamique entrepreneur-investisseur est vraiment propice à l'émergence de discours de grandes retombées économiques. Comme je mentionnais, surtout par rapport aux investisseurs en capital de risque, ce sont des investisseurs qui ont connu, qui existent depuis la moitié du 20e siècle, mais qui sont de plus en plus présents depuis les 10 dernières années à terme d'investisseurs, parce qu'on est à la recherche pour certaines entreprises qui se cherchent, c'est plus facile d'être de ne pas être tout de suite dans la capitalisation boursière parce que, de faire leur entrée en bourse parce que ils peuvent aller. Il y a de l'argent disponible qui n'était pas là avant. Avant, comme on disait, il fallait soit que tu sois acheté, soit que tu faisais ton entrée sur le marché boursier. Mais maintenant, il y a plus d'argent disponible et cette phase-là est propice à des différentes promesses parce que les attentes aussi des investisseurs sont démesurées. On cherche la licorne, donc l'entreprise qui va valoir 1 milliard de dollars. Puis, comme on le voyait dans l'émergence de cette économie numérique-là, justement, la première licorne, c'était Uber en 2013, donc c'est quand même relativement récent, mais depuis ce temps-là, c'est quand même une espèce de logique de marché qui amène tout un lot de promesses. C'est sûr, le cas LMNTI, ça fait un petit moment, il a déjà été étudié aussi, mais il est symptomatique de cette économie de la promesse-là où une entreprise peut faire vivre 500 personnes uniquement sur base de retombées futures, sur base de promesses. On sait qu'ils ont réalisé des mandats de consultation, mais au final, leur promesse initiale, c'était de créer un produit. Là. Donc, il n'y a jamais eu de produit au final qui a été en mesure d'être commercialisé. Et encore une fois, Yoshua Bengio était présent, mais évidemment, le champ économique ne se limite pas à LMNTI, mais c'est simplement un exemple de cette dynamique-là. D'autres acteurs dans le champ économique qui sont, à mon avis, qu'on devrait étudier davantage, ce sont le rôle des grandes firmes de consultants qui, pour la plupart, comme McKinsey, existent depuis le 20e siècle, qui étaient plus dans les audits, mais qui, dans les dernières années, sont très liées au néolibéralisme, si on veut, parce qu'elles sont embauchées pour optimiser les processus des grandes entreprises, mais en gros, c'est pour faire des restructurations et couper subtilement des gens dans des entreprises. Mais au-delà de ça, elles ont aussi restructuré leur activité en développant des divisions qui sont axées sur sont en fait des think tanks dont leur objectif c'est d'influencer les décideurs publics et aussi influencer les grandes entreprises, les décisions des grandes entreprises. Puis, donc, quand on parle à des dirigeants ou les grandes entreprises québécoises vont les rencontrer sur une base trimestrielle, vont avoir des rencontres parfois avec McKinsey, avec Accenture, qui vont leur faire un portrait du marché. Donc, c'est quoi, dans quoi tu devrais investir? Nos clients sont en train d'investir dans ça. Ça, c'est une chose, il paye pour ça, mais il y a aussi beaucoup de rapports publics disponibles gratuitement sur leur site web où il y a énormément de promesses quantifiées et donc très crédibles aussi parce que ce sont des firmes reconnues. Et une des promesses, par exemple, qui vient de McKinsey, qui a été faite en 2017, c'était, on s'attend à des gains de productivité très précis, là, de 0,8 à 1,4 par année à l'échelle mondiale d'ici 2065, qui comparait ça à la productivité du moteur à vapeur entre les années 1850 et 1910. Donc, on ne sait pas trop exactement comment ils calculent ça. C'est sûr qu'il y a des actuaires en arrière de ça, puis il y a des proxys et tout ça. Mais il y a une adhésion aux promesses de ces firmes de consultants qui est un peu surprenante. Parce que si on va sur le site du Forum IA, ça fait quelques jours que je peux aller, là, mais sur le site du Forum IA, qui est un des organismes qui a été mis sur pied dans la foulée de tout cet écosystème au Québec,
vantait ou disait, bon, le pourquoi qu'on devrait investir en intelligence artificielle, c'est parce que McKinsey nous a dit qu'elle allait avoir des gains en productivité. Donc, ça fait vraiment, ça produit ses effets. Et dans la stratégie québécoise pour l'essor de l'écosystème de l'IA, qui a été publiée en 2018, ils reprennent aussi mot à mot ce genre de promesses-là pour justifier l'importance, la nécessité d'investir en intelligence artificielle. Quand j'interrogeais différents acteurs, on me disait que dans ces années-là, justement, il y avait deux rapports de consultants qui circulaient auprès des décideurs publics. C'était un de McKinsey, ben là, j'ai malheureusement pas mis la main sur ces rapports-là, mais un de McKinsey puis un de Deloitte. Puis, comment ils me disaient ça? C'est comme, ben là, tu as un ministère de l'Économie qui reçoit ça, il ne peut pas dire non. C'était comme, on ne voulait pas rater le bateau, c'était comme, dans le sens que c'était une trop belle opportunité à ne pas manquer. Donc, ils participent beaucoup à ce discours très techno-optimiste, évidemment très axé sur des retombées économiques. Puis quand on va faire des publications auprès du grand public, on va évidemment dire qu'il y a des retombées sociales qui ne sont jamais précisées, qui ne sont jamais produites vraiment. Donc, il y a un rôle important de ces firmes-là. Et aussi, quand on regarde certains dirigeants des organismes de cet écosystème de l'IA, par exemple, au Forum IA, donc il va y avoir des anciens de ces firmes de consultants-là qui vont travailler pour ces organismes-là, comme par exemple, au Forum IA, à la tête du Forum IA, c'était quelqu'un qui venait de McKinsey. À la tête du MILA, Valérie Pisano, elle a entre autres travaillé chez McKinsey. On sait aussi que Dominique Anglade, qui a participé grandement aux politiques favorables, a travaillé chez McKinsey. Quand on regarde aussi Scale AI, c'est un peu flou leur structure d'employés, mais ça, c'est une autre grande organisation qui reçoit beaucoup d'argent. Ces employés semblent être des employés de BCG ou ex-employés de BCG. Et aussi quelqu'un qui est à la tête de Ivado Labs, aussi un ancien de BCG. Donc, il y a cette capture de l'intérêt public par l'intérêt privé qui passe par cette professionnalisation là, de ces grandes firmes. C'est extrêmement prestigieux pour les jeunes ne critiquent pas évidemment ces firmes-là. Beaucoup de boursiers ROD vont aller travailler chez McKinsey par la suite. Donc, c'est extrêmement prestigieux, d'où aussi l'effet qu'ils ont auprès des décideurs publics et des grandes entreprises. Et à mon avis aussi, c'est problématique concernant toute l'expertise numérique qui est externalisée depuis des années. Puis là, il n'y a plus de cette expertise-là. On n'est plus en mesure de questionner si ça a du sens ou pas d'investir, de miser autant justement sur l'intelligence artificielle, là, ce qui m'amène justement au rôle des décideurs publics. Mais ça, c'est récemment parce que justement, on calcule qu'il y a à peu près, là, on disait 800 millions pour le Québec, puis c'était 2,5 milliards pour 800 millions, puis 2,5 milliards pour du gouvernement fédéral environ. Puis là, ils viennent d'annoncer un autre 2 milliards de dollars. Cette photo-là, et on voit en filigrane Yoshua Bengio, je trouve que symboliquement, c'est intéressant. Ça présente, oui, c'est ça. Non. Mais non, même pas. Fait que ça, c'est tout récent, mais en fait, je ne voulais pas m'attarder outre sur les décideurs publics, qui me semblent plutôt les perdants de ces économies de la promesse-là, parce qu'ils achètent un peu les promesses des entrepreneurs vedettes, chercheurs entrepreneurs vedettes, les promesses des firmes de consultants, puis ils dépensent énormément d'argent. Ils sont vus, à mon avis, plus comme des... ils ne sont pas vus, ils participent aussi en venture capital, en investissement en capital de risque aussi. Ce sont les plus importants en investisseurs de capital de risque. Mais ils sont moins gourmands au final que des vrais investisseurs en capital de risque. Donc c'est peut-être un bon, juste des mots en anglais, je m'excuse, j'allais dire un bon deal pour les entrepreneurs d'aller chercher de l'argent qui vient du public. Mais ce que je dis, c'est qu'ils sont simplement des retransmetteurs là, des promesses qui sont en circulation. Et comme je le mentionnais dans notre fait de jeu aussi, vont institutionnaliser les promesses. Donc, des fois, on les voit comme plus extérieurs, malgré que pas dans le cadre de la conférence, clairement, on voit bien le rôle critique qu'ils jouent, mais parfois, on va les voir comme un rôle extérieur à cette économie de la promesse-là, mais au contraire, en mettant sur pied différentes politiques, différents programmes, ils alimentent la circulation de promesses. C'est ça, ils alimentent la circulation de promesses.
Maintenant, dans le champ médiatique, ce qu'on observe, c'est généralement, ça dépasse l'intelligence artificielle, mais quand il y a une technologie dite nouvelle, on va la traiter de manière optimiste. Là. Donc, on va vraiment rentrer dans cette rhétorique du techno-optimiste en vantant ses retombées. Mais le problème, surtout, c'est qu'on va interroger les mêmes acteurs. On va interroger des acteurs industriels qui ont des intérêts dans la technologie. Donc, évidemment, ils ont tout intérêt à ce qu'on reprenne des promesses, à ce qu'on se dise que l'impact va être positif concernant l'IA. Puis, comme je le mentionnais, il y a cette présentation de manière manichéenne, bon, très sensationnaliste. On va prendre soit les grandes promesses de révolution ou soit la fin du monde, là, qui va captiver l'intérêt médiatique, parce qu'on a tendance peut-être à penser que c'est récent, justement, avec 2023, qu'il y a ces discours apocalyptiques, mais comme je le montrais avec Stephen Hawking, bien, ça date quand même de 2015 et ça a contribué au battage médiatique qu'a connu l'intelligence artificielle depuis le milieu des années 2010. Donc, ce qu'on cherche simplement, c'est à stimuler des attentes qui sont soit très positives, soit très négatives. Mais je suis bien consciente aussi que ça s'inscrit dans un contexte particulier, là, de manque de ressources aussi. On cherche les clics là, à travers ce type de discours-là. Donc, mais à la base, on s'entend qu'ils ont un rôle à jouer, les médias. Ils pourraient facilement jouer le rôle de distance critique, d'interroger différentes personnes et de ne pas tout acheter les promesses qui sont formulées à son endroit. Puis là, je voulais juste synthétiser en revenant un peu sur juste le cas de Yoshua Bengio, qui occupe donc tous les champs. Je vais revenir sur le champ médiatique. Bon, évidemment, c'est un professeur réputé. Il y a un capital scientifique indéniable. Là, je veux dire, il a publié. C'est pas juste, il ne fait pas juste pareil dans les médias. Là. Il écrit des articles scientifiques importants qui sont cités de manière effarante. Mais il occupe donc différents postes institutionnels qui dépassent largement l'Université de Montréal, qui dépassent même le Canada. Le champ économique, ça, on va moins en parler dans les médias, puis ça mériterait peut-être qu'on s'y intéresse davantage. Donc, je pense qu'on en a parlé justement dans la présentation d'Éric, comme quoi justement toute cette implication, toute l'arrivée des grandes entreprises au Canada, bien, à Montréal, là, les Google de ce monde, Facebook, ben c'est à cause de Yoshua Bengio, et il s'en vante d'ailleurs dans son CV. Là. Il va dire, bon, c'est grâce à moi que tout le monde est, dans son long CV de 50 pages, il va dire, c'est grâce à moi que toutes les entreprises, les grandes technologies, puis je pense qu'il a raison, mais aussi, c'est qu'il est conseiller dans ces entreprises-là. Il est aussi conseiller pour des jeunes pousses, donc différentes jeunes entreprises spécialisées en intelligence artificielle qui ne sont pas juste au Québec. Puis, ce qui est plus nouveau, c'est qu'il est aussi un investisseur. Donc, il n'est pas juste entrepreneur, il investit parallèlement dans ces jeunes pousses-là. Pas toutes, là, en nombre plus limité. C'est pas son activité centrale, là, quand même. C'est juste que ça fait partie de tout ce qu'il fait. Puis, entre autres, c'est un entrepreneur. Puis d'ailleurs, c'est ça, dans son CV, il disait qu'il est entrepreneur de plusieurs entreprises. Mais moi, j'en ai juste trouvé 2. Fait on trouve beaucoup d'informations sur lui, mais peut-être pas toujours l'information qu'on devrait trouver ou qui serait intéressante à davantage mettre de l'avant. Mais il a fondé en 2001 sa première entreprise, donc ça remonte quand même un petit moment, qui est Abstract Technology, qui était une technologie spécialisée dans les statistiques avancées, avec ses étudiants. Mais un peu comme Jeffrey Hinton a fait au début des années 2010, il a fondé sa première entreprise, DNN Research, qui a été acheté 6 mois plus tard par Google. Puis un de ceux-là, c'est le fondateur de OpenAI, l'un de cette entreprise-là. Puis on voit aussi que Yoshua Bengio était un conseiller pour OpenAI, donc la compagnie qui est derrière ChatGPT. À mon avis, ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Mais en 2015, il était dans le communiqué de presse qui annonce la création d'entreprise. Puis, selon certains articles, son rôle, c'était d'identifier les meilleurs chercheurs dans le domaine, puis de monter la première mouture de l'équipe. À Montréal, oui, c'est ça. Mais sûrement, oui, il y a des talents d'ici. Puis, bien évidemment, moi, j'ai déjà parlé du rôle de l'METI, qui
Puis à Stat Technologies, il y avait aussi Alexandre Boutillier, qui est un autre il est grand, là, mais je veux dire, c'est un acteur important dans l'écosystème de l'IA parce que, bon, il a fondé sa compagnie qui était sur la santé, que j'ai comme un blanc de comment elle s'appelait, mais elle a fait faillite l'année dernière. Elles sont fusionnées avec une compagnie. Imagia, c'est ça. Imagia, il fallait le IA, évidemment, dans le titre de l'entreprise. Puis, il y a un rapport de l'IRIS qui est sorti par rapport à ça aussi, à quel point il y avait beaucoup d'argent public qui a fait en sorte, qui a permis l'essor de cette entreprise-là. Et récemment, il a fondé un fonds en capital de risque. Il était installé au début à Montréal. Maintenant, je ne sais pas, il est allé chercher, il s'est dit à Québec, ça va mieux marcher. Je vais me réinventer à Québec. Puis là, il a reçu des fonds, 3 millions. Le maire de Montréal était très fier d'investir dans ce nouveau fonds en capital de risque, en IA, sur le domaine de la santé. Puis là, le champ politique, Yoshua Bengio s'y intéresse depuis 2015, depuis justement le discours apocalyptique de Stephen Hawking, entre autres à cause des systèmes d'armes létales autonomes, donc dans les médias qu'on appelle robots tueurs, qui fait plus d'effet. Puis il va vraiment s'intéresser ou s'inquiéter par rapport à ça, puis il va en découler toute une série d'implications dans le champ économique. Puis il y a 2 semaines, il a déposé un rapport, c'était lui qui était l'auteur du rapport du gouvernement du Royaume-Uni. Donc, on s'entend que son emprise dépasse largement aussi le Québec. Il y a vraiment une influence internationale, non seulement dans le champ scientifique, mais dans le champ politique, dans le champ économique également. Puis, dans les médias, je voulais regarder un peu c'était quoi ses discours. J'ai presque fini la présentation après ça. Puis ça, c'est seulement vraiment un tout petit corpus que moi que j'ai regardé. C'est 222 articles québécois francophones. Et ce qu'on voit en mauve, c'est la présence médiatique de Yoshua Bengio. Puis là-dedans, il y avait Jeffrey Hinton, il y avait aussi Valérie Pisano. Donc, c'est elle qui rejoint presque l'attention médiatique de Yoshua Bengio quand elle prend la tête de Facebook Lab, le FAIR. Puis évidemment, il n'y aura pas de traitement médiatique critique par rapport à elle est à McGill, puis elle est aussi à la tête de Facebook. On est très fiers dans les journaux, on est très fiers de ça. Et ça va enclencher différents articles à ce sujet-là. Et on voit qu'il y a eu comme un désintérêt, mais Yoshua, il est quand même toujours assez présent. Puis je voulais juste revenir sur certaines de ses promesses, parce que c'est sûr qu'il va s'exprimer aussi sur plusieurs sujets, mais je voulais revenir davantage sur ses promesses économiques. Donc, même, ça commence en 2016, quand ils vont recevoir le fonds IVADO, le financement IVADO, puis je regardais ça c'était pas dans ce corpus-là, mais je regardais comment c'était sorti au début. C'était dans un communiqué de presse du département d'informatique de l'Université de Montréal, en recherche opérationnelle, puis il y a le 0. Là, il va dire, moi, je voudrais faire une mini Silicon Valley, mais le qualificatif mini, là, il va être relégué très, très rapidement parce que le registre de la promesse, c'est tout le registre du bold, puis j'ai juste des termes en anglais parce que c'est comme ça que les gens m'en parlaient aussi. Donc, c'est le bold, le moonshot, là, donc on vise la lune. C'est comme ça qu'on fédère l'intérêt des acteurs. Donc, tout ça pour dire que la Silicon Valley est très présente dans les discours, même dans la promesse là, de ces acteurs-là. Puis là, c'est encore une fois, je m'intéresse juste à ce que dit Yoshua Bengio, certains extraits, donc un peu les lignes narratives, si on veut. Après ça, il y a eu différentes dérivées de la Silicon Valley. Donc, c'était créer une Silicon Valley de l'apprentissage profond, créer le prochain Google, mais ça, c'était parallèlement à la création de l'MNTI. On voulait justifier, encore une fois, pourquoi on mettait autant de fonds, puis créer l'adhésion du public. Donc, on allait créer le prochain Google au Québec. Ça, c'était principalement Yoshua Bengio qui disait ça. Il va aussi dire, ça va être repris dans les médias que j'ai étudiés, donc que c'est la prochaine révolution industrielle, puis étrangement, ça va être dans des conférences TED qui va dire ça, et dans C2 Montréal. Donc, c'est vraiment des lieux où il favorise les grands discours hyperboliques. Donc, il va annoncer la prochaine révolution industrielle. Et là, tranquillement, on va passer de promesses davantage économiques, économie locale, économie nationale, à justement tout ce qui est l'IA responsable.
avec justement cette déclaration de Montréal qui va être parue en 2018. Et donc, on veut jouer, je ne sais pas si c'est parce qu'on se rend compte aussi qu'économiquement, ça ne marche pas, là. On ne pourra jamais dépasser les géants du numérique, donc on va essayer de se distinguer sur le moral. Donc, il va y avoir beaucoup de discours par rapport à créer un leader moral en intelligence artificielle. Là, il va y avoir un désintérêt de l'IA après ce sommet médiatique-là. Là, c'est seulement la présence des acteurs, donc le vrai sommet, c'est plus 2018 que ce qu'on voit qui serait 2017. Il va y avoir ce désintérêt-là, mais la COVID-19 va être un nouveau terreau fertile pour les promesses. Donc, les promesses de Yoshua Bengio, encore une fois, parce qu'il va dire qu'on va découvrir des cellules prometteuses grâce à l'intelligence artificielle. Donc, on était vraiment dans... Puis la santé, c'est un domaine où il y a le plus de promesses concernant l'IA depuis le début des années 2010. C'est vraiment propice à... puis là, ce qu'on voit, c'est des promesses par rapport à l'environnement. Donc, on en a parlé hier aussi. Mais ces promesses-là que grâce à l'IA, on va réduire l'impact climatique. En fait, ça fait l'inverse. Mais donc, il y a eu aussi toute l'application, là, je n'ai pas d'extrait là-dessus, mais sur l'application COVID aussi, c'est tout Yoshua Bengio qui a développé ça au MILA, mais qui n'a pas été utilisé. Qui n'a pas été gardé. Donc, après la vente d'Element AI, qui on se rappelle, a des fonds à une compagnie californienne, pour toute l'ironie de cette histoire-là, et il va y avoir vraiment un désintérêt médiatique entourant l'intelligence artificielle jusqu'au lancement de ChatGPT le 30 novembre 2022. Puis là, Yoshua Bengio, son discours va vraiment se centrer, comme on a vu avec la lettre du Future of Life Institute en 2023, qui va réactiver des discours alarmistes. Mais je reviens souvent sur Stephen Hawking parce que je trouve qu'il y a comme deux moments qui sont similaires parce qu'à la suite de Stephen Hawking en 2014, il y a eu la première lettre du Future of Life Institute qui justement a excité beaucoup d'acteurs puis qui a fédéré beaucoup d'acteurs autour de l'intelligence artificielle. Il y a comme un peu le même événement qui s'est reproduit avec une autre lettre du Future of Life Institute, puis on a découvert plusieurs lettres puis appels à la réglementation. Donc ça, c'est un peu la courbe là, qui résume ce qui s'est passé d'un point de vue médiatique. Donc c'est ça, je disais que c'était plus en 2018. Mais tout ça pour dire, moi j'ai fait mes entrevues en 2021-2022, fin 2021. Et donc je pensais qu'on s'en allait vers le troisième hiver de l'IA. Puis ça, c'est juste pour conclure. Dans le fond, c'est que je pense que c'est un peu vain de prophétiser sur l'avenir, de dire quelle trajectoire l'IA ou la technologie va faire, mais du moins de ma perspective qui étudie l'économie de la promesse, l'objectif c'est plutôt d'avoir un regard critique par rapport aux institutions, par rapport aux acteurs, par rapport au discours. Donc c'est comme ça que je terminerai. Merci.